Vito, qui est juste à côté de vous, de nous dire comment lui, du point de vue de sa région, il a finalement converti un très grand nombre de personnes à cela, et quel a été le rôle d'une structure comme le Conseil régional dans cette reconversion. Je disais tout à l'heure que vous avez la réputation en Poitou-Charentes d'être l'un des modèles les plus en pointe au niveau national. Et ça serait intéressant que vous nous donniez quelques clés qui, selon vous, expliquent que cette conversion que vous avez souhaitée chez vous, qui a été très clairement énoncée, se soit bien passée au fil du temps, à côté, évidemment, on le sait, d'une situation géographique et agricole totalement différente de votre voisine de Picardie. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, là, nous sommes bien d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, la dynamique a prise? Alors déjà, c'est pas moi, c'est nous, puisque derrière la dynamique qui s'est engagée derrière le pôle de conversion, c'est bien sûr une dynamique collective. Et je vais d'ailleurs m'attacher à essayer d'expliquer comment, enfin, la genèse de l'émergence de ce pôle de conversion en Poitou-Charentes, au-delà du fait d'ailleurs qu'on a eu pas mal de pression insistante de la part du président de la FNAP, Dominique Marion, qui est là, et du président de la Groupe Bio Poitou-Charentes, qui est là également, Patrick Deron. Mais au-delà du fait qu'ils insistaient énormément sur la volonté et la nécessité de faire émerger ce pôle de conversion, il y a effectivement une vraie démarche politique en région Poitou-Charentes pour faire émerger ce pôle de conversion. Volonté politique qui part de plusieurs constats. D'abord le constat autour du défi alimentaire, c'est-à-dire que au-delà de la région Poitou-Charentes, il existe des coopérations entre cette région-là et d'autres territoires en Afrique, en Asie par exemple, où le défi alimentaire est crucial. Et là-bas, dans ces coopérations, on s'est rendu compte que le modèle intensif non seulement ne permettait pas d'atteindre la souveraineté alimentaire, et il y a une nuance fondamentale entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire pourrait se résoudre à une équation simple qui consiste à dire on va produire un peu n'importe où dans le monde la quantité nécessaire pour nourrir les citoyens du monde et faire la division d'une quantité par le nombre d'habitants, et à partir du moment où on a atteint, je crois, les 230 kg de blé par habitant sur la planète, on considère qu'on a atteint la sécurité alimentaire. Sauf que la souveraineté alimentaire, elle, s'attache à produire localement où il y a besoin de nourrir des bouches. Et on s'est rendu compte sur ces territoires-là, qui sont l'Afrique, que sont l'Asie en l'occurrence, que l'agriculture bio avait un rôle fondamental à jouer. Que sur ces territoires-là, où on avait des écosystèmes parfois beaucoup plus fragiles que dans les pays du Nord, à chaque fois qu'on utilisait un modèle très intensif d'agriculture, à chaque fois qu'on mobilisait un peu trop lourdement la ressource, et l'eau en particulier, à chaque fois qu'on utilisait des parades chimiques, eh bien, non seulement on s'éloignait de la souveraineté alimentaire, mais on continuait cette dynamique qui affame les peuples. Et donc, à l'inverse, on a pu constater là-bas que cette agriculture biologique pouvait permettre de nourrir beaucoup plus de monde, puisque la productivité sur ces territoires-là, avec l'agriculture biologique, est le double, voire le triple d'une agriculture intensive et chimique. Donc ça, c'est le premier constat. Sur ce premier constat. Loin de chez nous, mais qui a fait qu'effectivement on s'est demandé en région Poitou-Charentes si on n'avait pas intérêt, dans un contexte mondial mais aussi local, de miser sur la préservation de la terre avec un grand T et de la terre avec un petit t, pour effectivement continuer d'envisager une agriculture qui remplisse sa fonction première, qui est sa fonction nourricière. Ok sur la prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'autre constat, c'est autour de la politique agricole commune. En région Poitou-Charentes, la PAC, c'est 660 millions d'euros. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça commence à faire une enveloppe intéressante. Et pour vous donner un élément de comparaison, c'est le budget de la région. Le budget de la région est, lui, de 685 millions d'euros. 685 millions d'euros avec lesquels on doit porter différentes compétences. François va valider le transport ferroviaire, par exemple, les TER, les lycées, on doit fabriquer des lycées, les équiper en informatique. On n'est qu'à un an de la campagne, donc on a tout ça en tête. Voilà, mais c'est important de on les a mis en tête. Et donc, c'est dire que la région Poitou-Charentes, avec ses 660 millions d'euros, espère pouvoir mobiliser, au-delà du budget dédié à l'agriculture en région Poitou-Charentes, qui est de 11,5 millions d'euros, à comparer aux 660 millions d'euros que je viens de dire, mobiliser l'ensemble des aides à l'agriculture vers un modèle agricole qui, je le répète, puisque le fil conducteur c'est cette fameuse terre avec un grand T et terre avec un petit t pour remplir la fonction nourricière, mobiliser l'ensemble de l'argent public vers un modèle agricole
qui correspondent aux attentes de la société. Parce que cette enveloppe publique, elle ne tombe pas du ciel, c'est les contribuables qui l'alimentent. Et aujourd'hui, dans une région où on vante les mérites de la démocratie participative, on s'est attaché à consulter les citoyens pour vérifier ce qu'ils attendent de l'agriculture. Et aujourd'hui, chez vous, le contraire m'est étonné. Et aujourd'hui, les attentes citoyennes autour de l'agriculture sont de 5 ordres, au-delà du défi alimentaire dont j'ai largement fait le développement. Une agriculture qui respecte la biodiversité, parce qu'effectivement c'est un enjeu de société de demain, et le rapport INRA de mars 2010 montre que le modèle agricole dominant n'a pas su préserver les enjeux autour de la biodiversité, voire même à continuer à dégrader cette biodiversité. Le deuxième sujet sur lequel la société attend des réponses du modèle agricole, c'est les équilibres. Les équilibres entre les activités économiques. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, sur une année comme 2011, autour de la problématique de l'eau, à mes voisins ostréiculteurs qui sont en train d'agoniser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sous le joug d'une agriculture tournée vers le maïs irrigué qui permet plus aux ostréiculteurs d'abord de préserver les coquillages et de tout simplement capter du coquillage. Donc cette activité-là est menacée. Donc cette notion d'équilibre aujourd'hui est à remettre au cœur des débats. Et ça, c'est les citoyens qui le demandent. L'autre enjeu, et j'ai commencé à l'évoquer, c'est la problématique... Sans faire tout le développement des enjeux, parce qu'après je veux qu'on passe au comment, parce que je pense que le pourquoi, ici dans cette salle, il n'y a que des convaincus de ces pourquoi-là. C'est important quand même, j'aimerais bien quand même pouvoir construire mon raisonnement jusqu'au bout. Le troisième, c'est la ressource, et la ressource en eau en particulier. Et là encore, l'agriculture biologique peut jouer un rôle fondamental en termes de gestion de la ressource et de gestion de la ressource en eau dans les sols, par exemple. Et donc là, c'est aussi pour cette raison-là que nous sommes convaincus par le développement de l'agriculture biologique. L'autre enjeu, et François Veyrat est là pour ne pas démentir ce que je vais dire, c'est autour de la santé, bien sûr. La santé, aujourd'hui, les citoyens attendent une agriculture qui ne menace pas la santé. Or, le prochain, sans vouloir jouer les devins, la prochaine grande crise sanitaire autour de l'agriculture sera évidemment autour des pesticides. Et enfin, le dernier défi, c'est le défi climatique. C'est-à-dire qu'on a une agriculture qui demain va d'une part devoir s'adapter à l'évolution du climat qui, lui, est irréversible, mais être acteur d'un climat en tout cas, qu'on va essayer d'éviter de contribuer à son changement. Rappelez que 25% des gaz à effet de serre sont émis par l'agriculture, mais que l'agriculture peut aussi séquestrer du carbone, et que l'agriculture biologique, parce qu'elle maintient des vies en sol, est le meilleur outil pour séquestrer ce carbone. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais pourquoi, effectivement, les agriculteurs, on a parlé de frein tout à l'heure, ne s'engagent pas dans un modèle aussi vertueux que celui-ci? Et on s'est rendu compte qu'on avait deux structures de développement, une structure dédiée à l'agriculture biologique et une autre structure qui tourne autour du modèle conventionnel, qui sont tout simplement les chambres d'agriculture et tous les organes de recherche, l'INRA, et puis peut-être aussi un peu l'État, qui tournent autour du développement du modèle dominant. Et donc, l'idée, c'est face au constat que... Bon, votre voisin répondra. Oui, bien sûr, mais on est habitué à de temps en temps échanger, pas toujours verbalement à la même table, mais de temps en temps quand même. Je sens bien que vous avez l'habitude, c'est pour ça que je vous pousse à... Et donc l'idée était de dire comment se fait-il qu'un modèle aussi vertueux n'arrive pas à convaincre les professionnels et les structures d'accompagnement de ces professionnels. Comment est-ce que ces deux voies de développement n'arrivent pas à un moment donné à se rencontrer pour qu'on donne de l'efficience à ce modèle vertueux, pour que les uns et les autres se connaissent et se redécouvrent. Et c'est de là, avec l'éclairage, donc comme je le disais, de gens comme Patrick Doron ou Dominique Marion, qu'est née l'idée d'un pôle de conversion où on met tout le monde autour de la table pour essayer de sortir de cette conversion qui plafonne en région Poitou-Charentes. Malheureusement, à un moment donné, elle a plafonné. Et depuis l'émergence du pôle de conversion, on retrouve une dynamique. On retrouve une dynamique parce que les gens retrouvent, par exemple, et quand je dis les gens, c'est les agriculteurs, mais aussi les chambres d'agriculture, retrouvent les vertus de l'agronomie. Parce qu'on parle beaucoup de la bio, mais finalement, ce qu'on fait avec de l'agriculture biologique, et je reviens à ma terre avec un grand T et ma terre avec un petit t, ce qu'on fait avec l'agriculture biologique, c'est qu'on retrouve les vertus de l'agronomie. Et sortir de l'idée, sur le constat de la souveraineté alimentaire dont je parlais tout à l'heure, que l'agriculture biologique n'est pas une agriculture de niche, que c'est une agriculture de masse,
qu'on doit porter avec l'argent public de la PAC, avec l'argent public des collectivités territoriales qui veulent s'engager dans le développement de la bio. Et au-delà du pôle de conversion, où on a mis tous ensemble les chambres d'agriculture... On va y revenir sur ce pôle de conversion. Bien sûr. Les chambres d'agriculture, les collectivités territoriales qu'on souhaitait, les banques, les coopératives, les négociants, tout le monde est là dans ce pôle de conversion. La région Poitou-Charentes est allée au-delà de ce pôle de conversion, encore une fois pour lever les freins, avec un pôle autour de la coopérative agricole régionale des agriculteurs bio, pour développer sur site, bien sûr, un organisme de collecte qui collecte les productions végétales produites par les agriculteurs bio de Poitou-Charentes, mais qui développe aussi des partenariats avec des transformateurs locaux sur le même site, c'est-à-dire qu'à côté du silo où on stocke, on collecte, on stocke et on trie, on a des transformateurs qui sont des mouliniers, qui sont des producteurs de farine, qui sont des biscuitiers, qui sont des semouliers. Tous ces gens-là sont là. Et à côté de ces transformateurs et de ces industriels, une plateforme de diffusion avec notamment Biocop qui permet donc d'être suffisamment efficace et de lever un frein supplémentaire, parce que c'est un frein aussi pour les agriculteurs qui se posent la question de la bio, de savoir comment est-ce qu'ils vont distribuer et valoriser leurs produits. Donc voilà un peu comment on a construit la genèse. Et pour conclure, et après je laisse la parole et je me prêterai au jeu des questions-réponses, la dynamique autour de tout ça, c'est qu'on s'est construit de la même façon qu'on construit un après-pétrole ou un après-nucléaire. Eh bien, on essaie de construire un après-pesticide pour construire une dynamique autour des attentes citoyennes, parce qu'on est convaincu que les autonomies, qu'elles soient énergétiques pour faire le lien entre pétrole et nucléaire, ou alimentaires, sont demain la clé d'une émergence, d'un développement qu'on pourra qualifier cette fois de durable, et que ces énergies-là, qui sont construites autour de ces autonomies, sont tout simplement les énergies de la paix. Merci.